des dirigeants qui ont refusé des offres ou des ouvertures de capitaux et qui se retrouvent 6 mois, 1 an après en procédure, ça m'est arrivé souvent. Ouais. Il y a pas de Oui, tu partages la souffrance, mais quand ça finit bien, c'est génial. Après, les moments douloureux, parce que tu peux avoir à aider des cons, des gens malhonnêtes, ça arrive. Tu prends un dossier, tu te rends compte que c'est un voyou. Et ben, les mauvaises rencontres sont largement compensées par les bonnes, que ce soit en restructuring ou M&A. Ça vous paraît suffisant, mais en sortant d'audience, un jour, un type me dit « Christophe, tu m'as sauvé la vie ». Je lui dis « Mais je t'ai sauvé rien du tout. C'est toi qui as bossé, tu vois ». Et en fait, j'ai compris que sa perception, c'était de dire « On a pris la bonne décision au bon moment pour lui ». Et il avait des cautions, et on lui a sauvé son patrimoine, il avait donné en caution sa résidence principale, sa résidence secondaire où son père, son grand-père et lui étaient nés. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Pour rappel, ce podcast ne veut pas parler de nous, non, mais plutôt de notre communauté. Vous savez, c'est 300 personnes, investisseurs, entrepreneurs, experts, qui constituent la pierre angulaire de notre mission, co-construire la cité de demain, ou en d'autres termes, Build a City for Good. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, il y a Pim qui est assis à la table avec Stanislas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Hello. Et notre invité, Christophe Calais. Salut Christophe. Salut Sophie, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être ici au micro de Daphne. Peut-être, avant de te présenter et avant de vous quitter, parce que je vais vous laisser tous les trois, tu peux répondre à cette première question qui est « Comment est-ce que tu build the city for good ?» Eh bien, au quotidien, en essayant de partager, j'essaye, autant que faire se peut, de faire progresser les gens qui m'entourent. Pas parce que j'ai la science infuse, mais parce que j'essaie de faire en sorte qu'en les enrichissant, ça me fasse travailler moins et ça les fasse progresser. Et avant de rentrer un peu plus en détail sur ce que tu fais, qui tu accompagnes, est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens, ce que tu fais, et pour nos auditeurs, avoir une vision un peu plus générale de ton approche? Écoute, enfance dans le 78 et dans le 92, études à Assas, donc je suis universitaire, et gestion financière, 3e cycle. Après la fac, malheureusement, j'essayais de partir à l'étranger pour mon service militaire et j'ai été rattrapé par la patrouille, donc j'ai fait mon service en France. À la suite de gaffe aussi, j'ai réintégré l'armée alors que j'ai été chassé par une société qui fabriquait des disques, Harmonia Mundi pour ne pas la citer. Je peux raconter l'anecdote parce que je devais faire mon service militaire à Marseille chez Harmonia Mundi. Finalement, donc j'ai envoyé mon dossier trop tardivement, donc j'ai vu débarquer des flics à la maison et j'ai été appelé sous les drapeaux. Là, à l'époque, on avait un gouvernement dans lequel j'avais des contacts dans 2 ministères. Je me débrouille pour avoir des lettres de soutien. Il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, on perd la majorité, et là, mon dossier militaire est chargé de courriers de soutien d'un autre bord politique, et là, c'était l'enfer. Donc, j'ai fait un service militaire compliqué. Voilà. Après, j'ai quitté l'armée, intégré... je m'orientais vers l'expertise comptable. J'ai été chassé par KPMG, qui avait 2 postes à pourvoir à l'audit. J'étais très flatté d'être appelé par KPMG. Au bout de 6 mois, je me suis emmerdé comme un rat mort. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça toute ma vie. Alors, c'était un problème de maturité parce que j'étais un peu jeune, j'avais 22 ans, presque 23 ans. Et donc, j'ai démissionné sans du tout savoir ce que j'allais faire. Et j'ai croisé la route d'un type qui avait un cabinet qui était nommé par des administrateurs judiciaires. Je ne connaissais pas du tout l'existence des procédures. Et je me suis dit, allons-y, je vais toujours m'amuser davantage que dans la comptabilité. J'ai travaillé 1 an et demi pour ce cabinet. Le type a pris sa retraite. Et 2 administrateurs judiciaires à l'époque pour lesquels je travaillais m'ont dit « Écoute, on aime bien ta façon de rédiger. Monte un cabinet, on te donnera des dossiers. » Je suis rentré, chez moi, j'avais 26 ans. J'ai raconté ça à mes copains qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas conseiller? Tu connais rien à rien. » Ils avaient totalement raison.
Et je me suis lancé. Donc une angoisse qui me tenaille l'estomac pendant des mois, parce que j'étais nommé par ordonnance de tribunaux pour revoir les prévisions d'exploitation et de trésorerie des sociétés qui m'étaient confiées. Autant dire que j'apprenais au fil des semaines, donc c'était un enfer. Alors par chance, les administrateurs judiciaires m'ont fait intervenir sur des petits dossiers qui m'ont constitué qui était ma courbe d'apprentissage en fait. Et pour la petite anecdote, le premier dossier où je suis allé, je m'en souviens comme si c'était hier, la dirigeante me dit bon, on est en procédure, comment je fais pour remplir ma déclaration d'URSSAF ? Je n'avais jamais vu de déclaration d'URSSAF de ma vie. Je lui dis comment vous faites d'habitude. Elle m'a expliqué. Je lui dis bah vous faites comme d'habitude. Enfin c'était pas du tout le cas, mais bon c'est pas grave. Et au fil des semaines, par contre, j'ai eu une courbe d'apprentissage où j'ai dû apprendre très 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 vite. Et au départ, je revoyais les prévisions d'exploitation et de trésorerie. Et puis de fil en aiguille, j'ai gagné la confiance des administrateurs judiciaires pour lesquels je travaillais. Et j'avais finalement un coup de fil le lundi matin des administrateurs judiciaires me disant j'ai été nommé dans tel dossier. Je veux mon rapport pour vendredi. Donc des prévisions d'exploitation et de trésorerie, je suis passé à rédiger les rapports des administrateurs judiciaires, faire les projets de requête, jugements, les convocations, les restructurations, les convocations aux entretiens préalables pour les licenciements. Donc je passais mes semaines à l'époque à organiser des plans sociaux sur des sociétés de toute taille, du fonds de commerce de Madame Michu jusqu'à la grosse ETI. Je ne faisais pas les audiences à l'époque, mais je préparais les rapports jusqu'à la pré-audience. Et de fil en aiguille, j'ai gagné la confiance de plusieurs administrateurs judiciaires qui me demandaient même de signer les dossiers, tous les paiements dans tous les dossiers dans lesquels ils étaient nommés. Donc je partais le lundi matin, je rentrais le vendredi soir à la maison et j'avais 10, 20, 30, 40, 50 dossiers parfois à gérer dans toute la France. Donc parfois ma femme m'appelait en me disant t'es où, je ne savais même plus dans quelle ville j'étais. Et j'ai beaucoup appris, je ne me suis pas enrichi parce que mes honoraires étaient fixés par ordonnance des tribunaux, donc c'était bien contrôlé, mais j'ai appris énormément. Et j'ai fait ce métier pendant plus de 10 ans. Fin des années 90, la loi a changé et on a été obligé d'intégrer soit une étude d'administrateur judiciaire comme collaborateur, parce que j'avais mon cabinet à l'époque, soit un cabinet d'expertise comptable. Je suis devenu collaborateur d'administrateur judiciaire pendant 2 ans. Puis j'ai été chassé par EY, puis Deloitte, où j'ai créé au sein du département expertise comptable d'Inextinso le département restructuring que j'ai géré et développé pendant 12 ans. Et quand Deloitte a vendu Inextinso à ses associés, j'ai rejoint RSM, qui est ex-Salustro Redel, qui est aujourd'hui un grand groupe, qui doit être le 6e ou 7e français, un grand groupe d'expertise et de commissariat aux comptes, où j'ai créé le restructuring et le M&A, et que je pilote depuis 4 ans maintenant. Et comment tu peux désacraliser le sujet du restructuring pour nos auditeurs ? Parce que c'est un sujet qui est un peu tabou, on le voit un petit peu comme quelque chose, une étape dans la vie d'une entreprise à laquelle on ne veut pas être confronté. Et comment tu pourrais expliquer ? C'était très infamant jusqu'à il y a 20 ans. Quelqu'un qui passait par la case procédure collective, on parlait de dépôt de bilan, qui était une image très négative. Alors il faut savoir que le dépôt de bilan qu'on voit encore dans la presse aujourd'hui, ça ne correspond juridiquement à aucune procédure, puisque en fait c'est juste un acte qui consiste à aller au tribunal, préparer un dossier, annexer les bilans et déposer le dossier au greffe. Mais il n'y a pas une procédure qui s'appelle le dépôt de bilan. Il y a la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire pour les procédures collectives et le mandat ad hoc et la conciliation pour les procédures amiables. Alors pour désacraliser, le voir comme un outil de restructuration. Être très vigilant, tout le temps vigilant, que ce soit des TPE, PME ou ETI ou des sociétés plus grosses, parce que la responsabilité du dirigeant peut être exposée. On est dans un pays où la culture de l'échec n'existe pas réellement. Dans les pays anglo-saxons, quand on tombe, c'est un marchepied pour se relever mieux et plus grand et plus fort. En France, vous pouvez réussir 100 dossiers, vous en ratez un, on se souvient du dossier qu'on a raté. Malheureusement. Donc, ne pas hésiter à consulter avocats, experts comptables et par leur intermédiaire, consulter l'auxiliaire de justice de qualité, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a pas mal de mauvais. Et je ne devrais pas dire ça, ou de moins bons que les autres, mais il y en a quelques-uns qui sont très bons. Parmi les très bons, il y en a qui sont très humains, qui aiment le monde de l'entreprise. Donc ne pas céder à la sirène de la notoriété. Ce n'est pas parce que vous avez un administrateur judiciaire qu'on voit beaucoup dans la presse qu'il est très bon et qu'il a du temps à consacrer.
Il faut trouver un administrateur judiciaire qui aime autant, comme nous, la TPE que la PME ou le TI, qui va accorder autant de curiosité à un charcutier qu'à une société qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et se poser la question de se demander comment ça marche, comment il peut l'aider, et ne pas oublier que le chef d'entreprise, il peut y avoir un côté affectif extrêmement profond. Ça peut être une toute petite société, mais c'est sa société. Il a peut-être passé 30 ans à la construire, même si elle fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et il est, alors ça arrive encore aujourd'hui, souvent exposé, c'est-à-dire que le chef d'entreprise qui perd sa boîte, au-delà du fait qu'il va perdre ses revenus, il perd la face vis-à-vis de sa femme, de sa famille, de ses amis. C'est une présence sociale. C'est incroyable l'impact social que ça peut avoir sur la psychologie des gens. Et je ne parle pas des cautions personnelles qu'ils peuvent donner. Vous avez des chefs d'entreprise qui empruntent, qui donnent parfois leur maison en garantie personnelle, en caution, parce que c'est leur truc, c'est leur vie, ils y croient, et ils engagent tout, parfois au-delà. Donc, quand on est confronté à des difficultés, ne pas hésiter à en parler, parce que d'abord, c'est plus facile de porter un fardeau à plusieurs, c'est moins lourd, et les tiers qui vont vous conseiller, si vous avez un type qui consacre, ou une femme qui va consacrer un peu de temps à vous écouter et à vous donner des bons conseils, moi je dis à mes collaborateurs toujours, consacrez autant de temps à la toute petite société, à la start-up qui n'a pas encore fait de chiffre d'affaires, ou à la grosse structure, parce que le problème est le même. S'il faut écouter le chef d'entreprise, l'aider, et moi je le vois souvent, alors dans les procédures amiables, on est très en amont des difficultés où on arrive à essayer d'éviter la procédure dite collective parce que la sauvegarde, le redressement ou la liquidation qui est publique, la procédure amiable, le mandat ad hoc ou la conciliation sont des procédures confidentielles. Donc si le chef d'entreprise réagit très en amont, on arrive avec lui à mettre en œuvre des solutions de vrai sauvetage. Dans les procédures collectives, moi je me souviens très bien de dossiers où on est à l'audience, on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures d'être convoqué et le dirigeant vous raconte sa vie. Il rentre dans des degrés de confidentialité parce qu'il est hyper angoissé, hyper inquiet. Et ça c'est vrai quand on est conseil du dirigeant, ça l'est aussi quand on est conseil du repreneur parce que c'est un moment d'angoisse où parfois on est face à un juge et la salle d'audience, nous on a la particularité, même si on n'est pas avocat, d'accompagner, parce que j'ai été longtemps collaborateur d'administrateur judiciaire, on accompagne les repreneurs en chambre du conseil. Et souvent, je dis au repreneur, quand je le sens tendu, même s'il vient pour défendre son dossier à l'audience, je vais prendre la parole, vous allez démystifier l'environnement, parce qu'on est dans une salle d'audience où il y a des juges commissaires, le procureur de la République, sur des dossiers un peu importants en reprise, sont convoqués à l'audience. Donc il y a les organes de la procédure, c'est-à-dire l'administrateur judiciaire et le mandataire, le dirigeant, le représentant des salariés, donc souvent le comité d'entreprise. S'il est tout seul, si c'est un petit dossier, ça va. Quand vous avez plusieurs filiales, il peut y avoir des comités centraux d'entreprise. Tous les co-contractants, tous les baux repris, ils envoient des avocats. Et parfois, vous vous retrouvez en chambre du conseil avec 50 personnes ou 60 personnes. Et là, vous rentrez, vous êtes le repreneur avec le dirigeant. Nous, on est les conseils. Et toute l'attention de la salle d'audience se concentre sur vous en disant Monsieur Machin, on vous écoute. Et là, ils peuvent se prendre une bouffée de stress. Moi, j'ai des souvenirs d'un repreneur que tu connais d'ailleurs, qui, en chambre du conseil, arrive pour la reprise, impossible de sortir un mot. Alors que le juge le regarde en disant Monsieur Machin, on vous écoute. Et là, il devient rouge écarlate et je prends le relais parce que c'est impossible. Alors qu'il m'avait dit non, mais je vais maîtriser, je veux absolument parler, etc. Donc c'est une source chaque dossier est un cas particulier, chaque dossier, il faut faire preuve d'humilité, que ce soit lorsqu'on est conseil du dirigeant ou conseil du repreneur, et aimer l'entreprise parce que chaque cause est une cause nouvelle et on apprend tout le temps. Et Christophe, c'est un sujet qui est hyper anxiogène, mais c'est aussi hyper anxiogène parce qu'on ne connaît pas très bien tous ces process-là. Tu peux nous faire juste de manière macro les différents process et les différents degrés? Parce que dès qu'on parle de sauvegarde, de liquidation, de mandataire, tout de suite, il y a un espèce de flou un peu anxiogène. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire juste de manière schématique les différentes étapes? Alors, ça paraît très compliqué. En fait, c'est très simple. Tu as 2 types de procédures. Des procédures amiables et des procédures dites collectives. Ouais. Procédure amiable, mandat ad hoc et conciliation. Procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Procédure amiable, confidentielle. C'est-à-dire, elles fonctionnent toujours de la même façon. Et pourquoi les appliquer ? C'est toujours le même schéma. J'ai des difficultés ponctuelles.
que je peux résoudre, j'ai identifié les causes de la résolution, mais j'ai besoin de l'aide d'un tiers. Exemple, je suis dirigeant d'une start-up. Jusqu'à un temps récent, j'avais les soutiens de mes actionnaires, j'avais des financements qui coulaient à flot. Je suis une start-up, j'avais un plan de développement jusqu'en 2025. Je devais perdre de l'argent jusqu'en 2025. J'avais prévu de faire des levées de fonds successives et rééquilibrer l'exploitation à partir de 2025, devenir bénéficiaire après et commencer à rembourser. Mon plan de développement s'est ralenti, je n'ai pas atteint les objectifs. On est en 2023, j'ai besoin de faire une nouvelle levée de fonds et là, je ne trouve pas. Sauf que je suis rattrapé par la patrouille, je commence à avoir des difficultés de trésorerie, j'arrive pas à payer mon URSSAF, j'arrive pas à payer la totalité de la dette senior parce que j'ai mis en place un LBO sur une partie de mon activité, j'ai des OC qui commencent à arriver à échéance. Qu'est-ce que je peux faire ? Il existe des procédures amiables, mandat ad hoc ou conciliation, qui consistent à demander au tribunal de commerce l'aide d'un auxiliaire de justice pour m'aider à négocier des délais de paiement. Là, il y a une notion qui est nécessaire de comprendre, c'est l'existence d'un état de cessation des paiements. Qu'est-ce que c'est que l'état de cessation des paiements ? Qui va déterminer la mise en œuvre de telle ou telle procédure, amiable ou collective. L'état de cessation des paiements, en droit, c'est le moment où l'actif réalisable et disponible, dit la loi, ne permet pas de payer les dettes échues. En pratique, je prends ma trésorerie, est-ce que je peux rapidement transformer en cash ? Est-ce que ça me permet de payer à brève échéance les dettes échues ? Si c'est non, je suis en état de cessation des paiements. Si c'est oui, je peux avoir des tensions de trésorerie qui arrivent ou qui arrivent à brève ou moyenne échéance, mais je ne suis pas en état de cessation des paiements. Et quand tu dis courte échéance, parce que dans le monde des startups, tout va très vite, donc courte 45 échéance, jours. 45 jours. Ouais. Okay. Quand tu constates l'existence d'un état de cessation des paiements, tu peux saisir le tribunal d'une procédure amiable si l'état de cessation des paiements était antérieur à 45 jours. Okay. Maintenant, il y a des astuces. Tu peux constater un état de cessation des paiements, avoir 10 € en trésorerie, 1 000 € de dette échue. Donc carrément, il y a une évidence, tu ne peux pas payer tes 1 000 €, il y a un état de cessation des paiements. Tu écris aux créanciers en disant « Messieurs, je vous propose de vous payer les 1 000 €, on est le 1er septembre 2023, je vous propose de vous payer les 1 000 € le 1er novembre 2023. Est-ce que vous êtes d'accord de m'accorder un délai de paiement, donc une franchise septembre-octobre, et je paye le 1er novembre ?» Le créancier t'écrit « Oui ». Il y a un moratoire, la dette est passée de la colonne échue à la colonne à échoir. Dans l'analyse d'un état de cessation des paiements, tu as 10 € en trésorerie, 1 000 € en dette à échoir, il n'y a plus d'état de cessation des paiements. Par contre, tu as 2 mois pour réagir. Et là, on voit bien l'intérêt d'être bien accompagné sur le sujet. Du coup. Mandat ad hoc ou conciliation, qu'est-ce que c'est ? C'est je vais voir un auxiliaire de justice, je lui dis « Maître, voilà mes difficultés, j'ai eu un retard fiscal social, j'ai accumulé des retards d'URSSAF, j'ai un retard de loyer, j'ai une perte d'exploitation, j'ai un besoin de cash, j'ai contracté des PGE, je ne peux pas respecter les PGE maintenant, mais il me faudrait regardez monsieur le maître, si je fais des prévisions d'exploitation et de trésorerie sur un an, dans un an je peux rembourser. Si j'avais une franchise en capital, est-ce que vous pouvez m'aider ? Tu construis des prévisions d'exploitation et de trésorerie. Première étape, je paye mes échéances à bonne date, ça ne passe pas, dans un mois, dans 15 jours, dans 3 mois. Deuxième hypothèse, si j'ai un an de franchise sur mes contrats de prêt et si j'obtiens un délai de remboursement de l'URSSAF sur 24 mois, ça passe tout seul. On prépare une requête pour le dirigeant qui va décrire l'historique de la société, son cœur de métier, l'origine des difficultés, ce qu'on a constaté comme problème, et les perspectives de redressement parce qu'on a pris la mesure du problème et on est capable de construire des prévisions d'exploitation et de trésorerie avant et après restructuration. On a identifié le problème et sa solution. On va voir, on organise une première réunion avec un auxiliaire de justice pressenti. On discute à bâton rompu avec le chef d'entreprise. Il explique, il est en confiance, le courant passe. À l'issue de ce rendez-vous, le mandataire dit « Ok, moi je peux vous aider, je vois très bien comment vous aider ». Le dirigeant dit « Ça va me coûter combien, maître ?» L'administrateur te dit « 10 000 € en fixe et j'en sais rien, 15 000 € en success fee ». On est d'accord, il envoie une convention d'honoraires, on prépare la requête, on annexe la convention d'honoraires. On va voir le président du tribunal de commerce, du ressort, du siège de la société. On rencontre le président avec le chef d'entreprise. On lui explique, il est convaincu, et il rend une ordonnance. Il ouvre la procédure. Il nomme l'auxiliaire de justice. Mandat ad hoc s'il n'y a pas d'état de cessation des paiements. Comme il n'y a pas d'état de cessation des paiements, il n'y a pas de limite de durée. Conciliation s'il y a état de cessation des paiements. Et là, c'est 4 mois plus 1 mois. Logique.
il faut négocier des délais pour sortir de l'état de cessation des paiements. Donc il faut trouver un accord dans des délais rapides. C'est confidentiel. L'issue de la négociation, c'est, on monte un protocole de négociation qui va constater l'accord des banques, l'accord de l'URSSAF, etc. Là, les banques ont 2 options. Ou elles disent, moi je voudrais que l'accord soit constaté par le président du tribunal, c'est une ordonnance, donc confidentielle. Ou je voudrais que l'accord soit homologué par le président du tribunal, c'est un jugement, donc inscription au CABIS. Donc on perd un peu de confidentialité. Mais on sort, les créanciers, les clients, les fournisseurs, personne n'est au courant de rien, et on a restructuré financièrement. Et ça se passe très bien. Deuxième cas de figure, on est confronté à des difficultés qui nécessitent de trouver un accord avec tous les créanciers. Il faut des délais de paiement négociés supérieurs à 2 ans ou 3 ans. Il faut une procédure dite collective. Pourquoi collective ? Parce qu'elle s'applique à tous les créanciers. Et là, sauvegarde, le redressement judiciaire. Liquidation, je ne parle pas parce que c'est la cata. Sauvegarde s'il n'y a pas d'état de cessation des paiements. Redressement judiciaire s'il y a état de cessation des paiements. Même distinguo que pour mandat ad hoc et conciliation. Et là, procédure collective, donc là c'est public. On prépare un dossier, le fameux dépôt de bilan, la notion. On prépare un dossier qui est une demande de sauvegarde dans un cas, une déclaration de cessation des paiements dans l'autre, qui présente la structure de l'actif et du passif. Actif, disponible et non disponible. Disponible, trésorerie, compte client, stock. Non disponible, table, chaise, fonds de commerce, brevet, marque, etc. C'est intuitif. Passif, échu à échoir. J'ai un arriéré échu de 3 mois de dette bancaire échu. On est en août, je n'ai pas payé mon URSSAF de juillet payable en août échu. Je ne pourrais pas payer mon URSSAF sur les salaires d'août payables en septembre à échoir. Moyen terme, PGE, il me reste 4 millions d'euros à payer à échoir. La procédure collective produit un effet immédiat, un premier effet, ça gèle toute la dette antérieure au jugement d'ouverture, échu et à échoir. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir commencer ta procédure avec du cash. Tu peux utiliser ta trésorerie, ton compte client, et toute la dette antérieure est gelée. Donc là, typiquement, on a un groupe qui est venu nous voir hier avec une holding qui porte une dette senior, c'est un LBO, et une société d'exploitation qui nécessiterait qu'on mette en place plutôt une procédure amiable pour renégocier les PGE. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a simulé les effets d'une procédure amiable et d'une procédure collective sur chacune des entités. Et en fait, on s'est rendu compte que ce dont on avait besoin impérativement, c'est d'échelonner la dette senior portée par la holding sur 10 ans. Donc on va mettre en place une sauvegarde sur la holding et on va mettre en place une procédure amiable sur la société d'exploitation. Un autre élément très important sur la sauvegarde, c'est que ça protège la caution du dirigeant personne physique pendant toute la durée du plan. Donc pendant 10 ans, si tu rembourses la dette sur 10 ans, le dirigeant qui a donné sa caution personnelle ne peut pas être appelé en caution tant que tu respectes les dispositions du plan, ce qui n'est pas le cas en redressement judiciaire. Donc ça mérite une petite gymnastique intellectuelle, mais il y a des leviers extrêmement intéressants. Et il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes de ces procédures et évoquer avec eux chaque dossier est un cas particulier. Donc vraiment, il faut se mettre autour d'une table, réfléchir, obtenir des éléments d'information sur les besoins actuels, futurs, etc. Et après, ne pas hésiter à intégrer dans cette démarche, je pense aussi aux startups, des opérations d'ouverture de capital, des levées de fonds, etc. Moi, je m'occupe du restructuring et du M&A, ce qui nous donne des liens étroits, notamment avec Daphne, sur des procédures, sur des sociétés qui sont à la fois parfois en retournement et qui nécessiteraient des investissements nouveaux pour financer des développements. J'ai un dossier à l'esprit dans le secteur alimentaire qui est passé en plan et qui s'est redressé et dont Daphne est associée et j'espère qu'il sera une success story. Donc voilà, il faut une gymnastique intellectuelle et qu'on soit du côté du dirigeant ou du côté du repreneur, il y a des leviers qui sont extrêmement intéressants. Et ne pas hésiter à regarder des dossiers en difficulté, même pour des opérations de reprise, parce tu disais, Pierre-Yves, il y a une image qui est négative attachée aux procédures collectives. Elle a tendance à disparaître réellement, mais il y a encore cette angoisse de dire « Oh là là, moi je ne regarde pas une société en difficulté à reprendre ». Il ne faut pas oublier que quand on reprend une société saine, le schéma de reprise est à peu près toujours le même. On regarde les multiples
On regarde les résultats passés, on applique un multiple, une valo, et on prie le ciel pour que les résultats futurs soient au moins équivalents aux résultats passés. Et que les mesures de restructuration et de développement qu'on va mettre en œuvre post-reprise permettent d'arriver à des résultats futurs très 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 bons. Quand on reprend une société en difficulté, le premier exercice qu'on fait est le même que sur une société saine. On regarde le produit, les hommes, le positionnement, le marché. Après, la question c'est, est-ce qu'on a un moyen de faire mieux que l'équipe dirigeante antérieure, de restructurer la société, et ne pas oublier que quand on rachète les actifs, ils sont décotés, donc on les paye bien moins cher que la valeur de marché. Sur la partie corporelle, les éléments incorporels, les marques, brevets, licences, personne n'est capable de nous dire sur une société en difficulté ce que ça vaut. Et l'idée, c'est de se dire, il y avait 100 salariés, je vais repositionner la société en reprenant 55 ou 60, et je ne reprends pas de dette. Sauf cas particulier, je pense à la dette bancaire, mais en général, on transfère l'actif repris, les effectifs repris dans une nouvelle structure. Si le job est bien fait, le lendemain du jugement homologuant le plan, on doit gagner de l'argent. Donc normalement, et à partir de là, on peut construire des opérations de build-up. Donc si j'avais un conseil à donner, regardez les dossiers en difficulté. Sur 100 dossiers, il y en a peut-être 5 ou 10 intéressants, mais quand c'est intéressant, c'est extraordinaire. Et c'est quoi le bon moyen, du coup, de suivre, on sait qu'il y a quelques newsletters, mais c'est quoi le bon moyen de suivre toutes ces opportunités de reprise? Alors, le bon moyen théorique, c'est le BODAC. Oui. En réalité, si tu t'abonnes au BODAC, je ne sais pas si tu as déjà eu, si tu as des petits-enfants et que tu t'es abonné au Petit Quotidien. Le Petit Quotidien, c'est pour moi l'équivalent du BODAC, c'est-à-dire que tu te dis tes enfants vont lire un petit document et tu les reçois tous les jours et ça monte et ça reste sous papier cellophane. Le BODAC, c'est pareil. Donc il faut mieux passer par des sociétés qui t'envoient des listes, ce qu'on fait nous. On envoie des listes d'opportunités hebdomadaires. On a une collaboratrice qui fait un travail incroyable et qui fait une synthèse de toutes les sociétés qui passent en procédure collective chaque semaine dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 ou 400 000 euros. Et il faut s'inscrire où, du coup? Il faut que tu fasses ta pub, là. Ah, ma pub, m'envoyer un mail, christophe.calais@rsmfrance.fr. Et ben voilà, c'est noté. Et par rapport à toutes ces explications, si on prend un petit pas de recul, le contexte économique actuel fait qu'il y a des accélérations, des nouvelles opportunités. Tu parlais tout à l'heure des PGE, on arrive en fin de délai et en début de remboursement aussi des PGE. Donc il y a beaucoup de sociétés, qu'elles soient petites, start-up, des artisans, etc., qui ont sollicité ce type de prêt. Comment tu vois l'actualité du moment ? J'allais dire douloureusement, mais non, parce qu'en fait, il y a un cycle économique. Il y a toujours un pessimisme ambiant chez les journalistes notamment. On aime bien faire les choux gras de dire « oh là là, le nombre de procédures collectives augmente ». On revient juste à ce qu'on a connu avant le Covid. Il y a toujours, chaque année, entre 50 et 70 000 procédures par an. Il y a un équilibre économique naturel. Il y a 3, 4, 5% peut-être des sociétés qui sont en difficulté chaque année, et puis autant qui se créent. Alors, ce qui est navrant, c'est de constater des sociétés de taille importante qui se créent, remplacées par des petites sociétés, des TPE. Donc là, effectivement, quand tu as des sociétés qui font 50, 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont en difficulté, il faudrait se gratter la tête pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Alors, si c'est un changement de modèle économique, comme dans le retail, il y a un problème de fond. Et on le voit sur la dernière année, toutes les sociétés qui se sont retrouvées en difficulté. Après, est-ce que c'est le business model qui est mauvais, inadapté, qui doit évoluer? Est-ce que les sociétés n'ont pas évolué suffisamment vite vers du digital? Ou est-ce que c'est un problème structurel lié au fait que beaucoup ont acquis des baux à des conditions tarifaires exorbitantes pour avoir des emplacements de première catégorie, que les loyers sont trop chers? Je pense qu'il y a mille et une causes, et chaque dossier qui pourtant paraît subir les affres de la vie économique, où on a tendance à penser, le Pékin moyen, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, oui, quand une conjoncture économique, quand le taux d'intérêt passe de 0 à 5%, les conditions de refinancement sont compliquées, et quand tu arrives à une année difficile et qu'il faut te refinancer, c'est encore plus compliqué, et tu peux avoir une impasse de trésorerie, et quand on n'a pas une culture française de financement des entreprises en crise, il y a très peu de fonds qui œuvrent pour intervenir sur la reprise ou le financement de sociétés en difficulté. Tu comprends que quand tu passes la ligne rouge, tout le monde se dit « oh là là ». Moi j'ai eu des discussions lunaires avec des fonds qui te disent « ce dossier est fabuleux, est-ce que tu peux nous aider à le regarder ?» Et puis quand ils se rendent compte que la société est en procédure, le dossier ne les intéresse plus du tout. « Ah je ne veux pas avoir mon nom associé à des pneus qui brûlent dans une usine ». Enfin,
Il faut dissocier l'image de la réalité économique. Après, oui, quand la conjoncture est compliquée, le nombre de dossiers en procédure augmente. Et oui, malheureusement, il y a des opportunités. Malheureusement pour les chefs d'entreprise et heureusement pour ceux qui ont un peu de ressources, il y a des opportunités de reprise incroyables. Et tout secteur. Peut-être, enfin, je ne sais pas s'il y a une métrique qui est claire là-dessus, mais parmi les sociétés qui rentrent justement en procédure amiable, peut-être, c'est quoi le taux de société qui s'en sort par le haut ? Oh là, je ne pense pas qu'il y ait d'informations statistiques. Ouais. Disponible, je pense que si tu as un bon interlocuteur, administrateur et des établissements bancaires qui sont partenaires de l'entreprise, si le dirigeant s'est bien comporté, les banques soutiennent. Ouais. Si le dirigeant a mal traité les banques, il n'y a pas de raison que les banques fassent des efforts seules. Donc souvent, elles sont assez exigeantes. Les affaires spéciales qu'on trouve souvent agressifs, à juste titre. Et quand tu rentres dans le dossier... Parce que tu changes d'interlocuteur bancaire quand tu es en procédure, c'est ça ? Oui, en fait, alors pas systématiquement, mais normalement, quand tu es en procédure amiable, tu as tous les cas de figure, soit tu gardes ton interlocuteur bancaire habituel, soit ça passe en précontentieux, contentieux, voire affaires spéciales quand ça se complique un peu. Et là, souvent, si le dirigeant a été très proche des partenaires bancaires, il entretient de bonnes relations avec eux, et ces bonnes relations perdurent pendant les procédures amiables, donc il y a un vrai soutien des banques. Quand le dirigeant les a utilisés, moi j'ai déjà vu des dirigeants qui souscrivent des prêts, et 3 jours après se mettent en procédure amiable. La moralité de la démarche, après tu comprends que le banquier s'énerve et devienne extrêmement exigeant, et fasse capoter des deals en mandat ad hoc. Donc essayer de déterminer des statistiques de succès ou d'échec de procédure en tirant des généralités sur des cas particuliers, c'est compliqué. C'est comme si tu regardes la presse qui te dit de temps en temps la procédure collective, le redressement judiciaire, ça ne marche pas. La preuve, c'est que 90%, 95% des dossiers partent en liquidation judiciaire. Maintenant, on prend un peu de recul. Je crois qu'il y a 60 ou 70% des dossiers qui arrivent en procès. Alors, il y a 3 façons d'arriver en redressement judiciaire. Par assignation d'un créancier, par saisine d'office du tribunal, qui, à force de voir passer des assignations, dit ras-le-bol, c'est une société qui est en état de cessation des paiements, il ne veut pas déposer, on s'en occupe. 3e cas de figure, par DCP, donc déclaration de cessation des paiements, c'est le dirigeant qui prépare un dossier qui le dépose. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, j'espère ne pas dire de bêtises, que seuls 25 ou 30% des dossiers arrivent en procédure par déclaration de cessation des paiements. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que dans 70% des cas, les dossiers ne sont pas préparés. Si tu prends les 25% ou 30% de dossiers qui arrivent en DCP, sur ces DCP, je pense qu'il y en a peut-être la moitié, donc là, supputation, mais à force d'en voir mal préparés, qui ont reçu des assignations et qui se disent « Oh là là, le vent du boulet se rapproche, je prépare ma DCP et je la dépose demain. » Préparation zéro. Donc là, forcément, sur ces 50, 60, 70% de procédures qui ne sont pas préparées, le taux d'échec est considérable et c'est légitime. Par contre, si tu regardes les dossiers qui ont été préparés en amont, où tu as eu le temps de voir avec le dirigeant, sélectionner, je ne devrais pas dire ça, mais les paiements des fournisseurs stratégiques, mettre de la trésorerie de côté, prévenir les salariés, prévenir les partenaires en disant voilà ce qu'on va faire, parfois même des clients. Moi, ça m'est arrivé je ne citerai pas le nom de la société, mais on est allé voir des clients avec le chef d'entreprise dans un métier où la prestation réalisée par la société qui était en difficulté nécessitait 9 mois d'intervention. Donc quand tu vas voir un client en disant « Confiez-moi vos prestations, je vais me mettre en redressement, mais dans 9 mois, on vous livrera la prestation », le client a toutes les raisons de se dire « Oh là là, moi je ne sais pas où vous serez dans 3 mois, je ne vous fais pas bosser ». Ça a été tellement bien préparé par le chef d'entreprise et le discours a été tellement transparent, il a montré les chiffres, il a rassuré les clients, qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires pendant un période d'observation. Donc si c'est bien préparé, c'est super bien construit. Et après, si tu veux, je prenais l'exemple tout à l'heure de la holding qui a un LBO. On est en train de préparer le dossier. On a comparé les effets des procédures amiables, de la procédure collective sur la restructuration financière. Là, aujourd'hui, le dirigeant me dit, moi, si j'avais un délai de 10 ans pour rembourser ma dette bancaire où il me reste 3 ans à payer, fabuleux, je vais me restructurer financièrement. Et en plus, quand tu regardes, finalement, tu as 1 mois de période d'observation. C'est une holding non opérationnelle, elle porte les titres de sa fille. Donc, le fait que ça soit connu du public, que la holding soit en redressement, il s'en fout, il n'y a pas de client.
Donc il me dit un an de période d'observation pendant laquelle je ne paye pas ma dette. Je sors de la procédure, on est en septembre 2023, donc je sors de la procédure avec mon plan en début septembre 2024, et je demande au tribunal l'autorisation de payer ma première annuité du plan 1 an après le jugement homologuant le plan. Je paye ma première annuité en septembre 2025. Et je ne vais pas payer 10% par an, mais 5% la première année. Ça te laisse 2 ans pour mettre de la trésorerie de côté. La société opérationnelle se sera restructurée. C'est du pain béni. Et il n'a pas à solliciter les banques pour demander des concours complémentaires. Il a expliqué aux banques ce qu'il était obligé de faire. Les banques ont compris. On y va avec le soutien et le blanc-seing de tout le monde. Donc il y a des leviers. Ce qu'on retient de ce que tu dis, c'est que le plus on anticipe, pour bien le faire, c'est couronné de succès. Le plus c'est couronné de succès. Ah ouais. Et quelle que soit la procédure mise en œuvre, c'est-à-dire que plus tu réfléchis tôt en amont sur les différentes procédures, les cas de que ce soit sur la restructuration du capital, la restructuration financière, l'entrée de nouveaux acteurs, le rééchelonnement du passif, il y a des leviers considérables. Et après, il y a des bonnes idées. C'est-à-dire que moi, quand je vois des plans d'endressement, il y a des types qui ont une imagination. L'idée la plus géniale d'un plan que j'ai vu, c'est un concurrent qui l'a mise en œuvre, donc j'en parle en connaissance de cause. C'est pas mon idée, et j'aurais aimé avoir cette idée, mais j'ai trouvé ça fabuleux. Je vais vous la raconter parce que c'est vraiment génial. Lorsque vous présentez un plan d'endressement, il y a une solution minimale, une option qu'il faut présenter aux créanciers, qui est de dire je vous rembourse tous à 100% sur 10 ans. Mais on peut, parce que on peut imposer des délais aux créanciers, mais on ne peut pas imposer des remises. C'est-à-dire le tribunal peut obliger un créancier à accepter 10 ans, mais il ne peut pas l'obliger à accepter 20%. Par contre, une liberté créative pour toute autre forme de plan. Donc vous pourriez dire, deuxième option, 50% cash pour solde de tout compte, ou 20% ou 80% sur 3 ans, enfin voilà. Et là, on a une société cotée dans la distribution informatique. Le gros du passif, 70% de la dette, c'était la dette fournisseur. Donc ceux qui livraient les matériels qui étaient revendus aux clients finaux. Et le dirigeant me dit, est-ce qu'on pourrait faire un plan en proposant la conversion de 50% de la dette, avec abandon pour ceux qui l'acceptent, du solde, par attribution d'actions gratuites. Je dis, mais c'est génial. Le mec accepte, ça ne coûte rien à l'entreprise, ça dilue un peu les titres, mais on fait disparaître la dette fournisseur. On fait un test, on écrit à tous les créanciers, 50% des créanciers fournisseurs acceptent. On présente le plan, et les autres sont payés sur 10 ans. Donc là, je parle de sommes assez importantes, en plusieurs millions d'euros. Donc on fait disparaître de la dette, je ne sais plus combien, 8, 10, 15, 20 millions d'euros, parce que sur 20 millions, on abandonne 50%, donc il y en a 10 qui disparaissent, et 10 millions de créanciers se voient attribuer des actions à proportion. Premier effet, il y a augmentation d'actions, dilution du cours. Communication dans la presse, le titre passe de 5 ou 6 euros l'action à 2,5, sous l'effet de l'augmentation et de la dilution. Deuxième effet immédiat, le dirigeant communique tout de suite en disant « 70% de mon passif a disparu ». Ce qui en fait la boîte informatique dans ce secteur à l'époque la moins endettée du marché. Le marché se dit fabuleux, tout le monde achète, le titre passe à 10 ou 12 en 2 jours. Les fournisseurs qui avaient accepté cette conversion d'actions, qui avaient 10 de dette, se retrouvent avec 20 de dette, qui avaient abandonné 10, qui ont 10 de créances, se voient avec 40 de créances. Revendent les titres, donc il y a un ajustement, on revient à 8 ou 9, donc au-dessus du cours de réalisation de l'opération. Les fournisseurs sont repartis avec 2 fois le montant de leurs créances. Ça n'a rien coûté au chef d'entreprise. Et du coup, tous les créanciers qui avaient accepté 10 ans ont fait un courrier au dirigeant en disant mais recommencez, moi je veux y aller. Fabuleux comme idée, fabuleux. Et des idées comme ça, il y en a plein. Moi, je me souviens d'un fonds, on avait travaillé pour un fonds anglo-saxon qui s'était attaqué à un groupe français et qui avait proposé de racheter les créances des principaux fournisseurs, qui étaient des opérateurs téléphoniques. Là, on parle je crois qu'il y avait 1 milliard de dettes. Et proposer un paiement... Et en fait, ils ne proposaient pas, comme ça se fait souvent, de dire aux créanciers « on vous doit 100 » parce qu'ils rachetaient les titres de la société cible, mais c'était rapprocher les fournisseurs en disant « on vous doit 1 milliard, on vous paye 15% pour solde de tout compte ». Au contraire, ils rachetaient la créance.
Donc il disait aux créanciers, je vous file 15%, mais vous me cédez votre créance. Donc la société en procédure devait cet argent non plus au fournisseur, mais au fonds anglo-saxon. Et le fonds anglo-saxon avait logé ses créances dans une société, une BV, en Hollande ou en Belgique, je ne sais plus, où, contrairement à la France, lorsque vous réalisez une plus-value, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que ça remonte à quelques années, lorsqu'il réalisait une plus-value sur la remontée de dividendes liée à ses rachats de créances, c'était exonéré d'impôts. L'écart entre 15% de rachat de la créance et le montant total du rachat était tellement énorme que c'était incroyable. Et alors après, je n'ai pas suivi l'opération a posteriori, mais la démarche était intéressante. Tu as des natures de dirigeants, on parlait tout à l'heure en amont de ce podcast des groupes familiaux. Oui. Est-ce qu'il y a des natures de dirigeants entre les groupes familiaux, les entrepreneurs qui se lancent sur une idée, des différences de comportement ou d'attachement du coup à leur entreprise? Tu as un peu évoqué le sujet sur le côté un peu affectif. Ah bah oui, et c'est vrai en restructuring et c'est vrai en M&A. On a des mandats de vente de sociétés saines. J'ai échangé encore avec l'un d'entre eux ce matin, c'est la 4e génération. Ils ont des prétentions. On a reçu une offre à 5 millions d'euros pour 100% des titres. Je discute avec la famille et ils me disent non, mais nous, on ne veut pas vendre en dessous de 10. Donc, l'écart est considérable. Donc, je discute avec l'acquéreur qui me dit écoute, même avec la meilleure volonté du monde et les multiples les plus élevés, on arrive à 7. Ok, on continue à chercher des acquéreurs, on a une offre à 10. Je reviens vers eux et je vois que l'ALOI qu'on a reçu expire le 19 août. Je dis aux dirigeants, mais comment vous réagissez? Ah mais oui, mais ma mère qui a j'espère qu'il va écouter le podcast. Mais ma mère qui a 75 ans, et il y a une étude fiscale, etc. Je dis mais c'est pas possible je pense qu'ils vont avoir toutes les peines du monde à vendre. Et la logique économique voudrait qu'ils vendent. Parce qu'ils sont sur un marché extrêmement concentré, qui nécessite beaucoup de capitaux. C'est une boîte qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une consommation des capex colossaux. Tu ne peux pas rester tout seul sur un marché comme ça. Et ils sont bien au-delà. Ils ont une offre qui correspond en tout point à ce qu'ils attendent et ils n'arrivent pas à prendre la décision. Et c'est vrai sur les sociétés saines et en difficulté. C'est-à-dire que quand il y a un affect important, parfois ça peut brouiller les cartes. Alors, c'est pas grave sur du M&A. Tu gardes ta société et puis tu gères. Après, tu peux avoir des regrets. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé de voir très récemment une start-up dont la dirigeante, vous la reconnaîtrez peut-être, reçoit une offre il y a quelques mois avec des multiples très significatifs, refuse l'offre et 4 mois après est en redressement judiciaire. Et pour des questions d'appréciation, à un moment donné, l'affect c'est une chose et je comprends l'affect vraiment. Quand c'est son bébé, c'est très compliqué de prendre du recul, mais je pense qu'il faut en parler, partager avec des amis, de la famille. Compliqué de s'ouvrir à un conseil que tu connais pas et tu te dis qu'il a peut-être un intérêt financier qui le guide plus qu'un intérêt moral, mais partager avec des tiers parce que des sociétés, des dirigeants qui ont refusé des offres ou des ouvertures de capitaux et qui se retrouvent 6 mois, 1 an après en procédure, ça m'est arrivé souvent. Ouais. On parle souvent, si on se remet du côté reprise, on parle souvent des reprises qui se sont mal passées, ou on a, je sais pas, en tête des André, où il y en a eu 3-4 qui se sont pas très bien passées. T'as en tête des très belles histoires, justement, de reprises d'entreprises par d'autres entreprises. Donc, si on se met dans la peau d'une start-up. Moi, ça fait 30 ans que je fais des procédures. De tous les clients qu'on a accompagnés, aucun n'est jamais revenu nous voir pour nous dire c'est la cata, qu'il faut que je redépose. Jamais. Alors pourquoi? Je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs et qu'on est sans faute. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut de l'objectivité. C'est-à-dire que quand un dirigeant vient nous voir en nous disant j'ai vu cette société, je veux absolument y aller. Si on considère que c'est un mauvais dossier, on le lui dit. Ça nous arrive très souvent, pratiquement toutes les semaines. Maintenant, il ne faut pas que tu sois guidé, quand tu es conseil, par l'argent. Nous, notre job, c'est de dire, on se met toujours à la place de l'acquéreur, et c'est ce que je dis à l'équipe, si on dit à notre acquéreur, il faut y aller, est-ce que nous, on irait? Si c'est non, c'est une honte d'accompagner, de prendre de l'argent et de dire, vous avez perdu, ou au contraire, c'était une mauvaise décision. Jamais. Maintenant, il y a 2 bémols.
Dans ma carrière, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois pour une société qui faisait je peux citer l'exemple parce que c'était hostile, une société qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le sablage des immeubles pour enlever les graffitis. Ok. Son concurrent dépose. Taille, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je ne connais pas du tout ce marché. Le dirigeant m'appelle en me disant « Christophe, j'ai eu vos coordonnées, j'ai besoin que vous m'aidiez à racheter mon concurrent. » Je dis au dirigeant « Si vous me permettez, je pense que c'est une connerie. » Je ne vais peut-être pas dire ça comme ça. Pas parce que je connais les secteurs, mais parce que si par hasard, il y a un pétard mouillé dans la société cible et que vous soyez contraint, vous, avec votre société, de payer ce pétard mouillé, comme vous faites la même taille, ça peut vous coûter votre société. Il me répond, texto, vous êtes le conseil, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande de m'aider. Je rentre au bureau, on était chez eux, je lui fais un mail en disant, je vous réitère mes conseils, ne faites pas. Il vaut mieux rater un bon dossier qu'en faire un mauvais. Je lui écris. Il me dit, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande de faire. Ok. J'appartenais à l'époque à Deloitte ou EY. Je dis, ok, on y va, on rédige, on fait une offre. Malheureusement pour lui, on gagne à l'audience. Malheureusement pour lui, l'histoire nous a donné raison. Il y avait un énorme marché pour Bouygues où il y avait une perte qu'il n'a pas vue de 7 millions d'euros. Il a été obligé de financer les 7 millions d'euros en fonds propres. Quand vous faites 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, imaginez du cash qui sort, même si vous êtes bon gestionnaire dans le BTP, 40 millions à 5% de résultat, c'est bien géré, c'est 2 millions. 2 millions, 7 millions de fonds propres, il s'est retrouvé 1 an après avec la moitié du groupe en redressement judiciaire. Alors, je regrette d'avoir eu raison à cette époque. Et la deuxième histoire, qui est plus amusante, c'est une histoire vraie. C'est une société qui était dans la carterie et les dirigeants... Non, un des concurrents de la société, le dirigeant m'appelle en me disant « Écoutez, j'ai eu vos coordonnées, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai mon concurrent direct qui vient de déposer. Est-ce qu'on peut aller les voir ?» Ok. J'accompagne le repreneur potentiel et on rencontre les 2 frères qui géraient la société en difficulté. Et comme toujours, je lui dis « Mais comment vous en êtes arrivé à rencontrer ces difficultés ?» Et là, les 2 frères se regardent, éclatent de rire en nous disant « Le golf ». Je lui dis « Le golf dans la carterie ?» Il me dit « Bah oui, on a hérité de notre père de cette société. Elle gagnait très bien sa vie. On n'a rien fait. On est partis au golf tous les 2, on jouait au golf toute la journée, on ne s'est pas occupé de la boîte. Les Chinois sont arrivés avec une concurrence majeure, les Hollandais aussi, et on s'est retrouvés à devoir lutter pour garder nos positions concurrentielles. On s'est lancé dans le changement de fournisseur. On a commandé un stock qu'on a reçu qui n'était pas du tout conforme à la commande, 2-3 millions d'euros de pertes, et on s'est retrouvé en redressement judiciaire. Et là, mon client me dit, écoutez, c'est dommage, c'est exactement la cible que je cherche, mais c'est trop tôt. Moi, je viens de racheter la société, votre concurrent, mais je n'ai pas encore digéré, on fait à peu près la même taille, j'y arriverai pas. Ok, on s'en va. Je suis en voiture, je rentre au bureau, et là, coup de fil des 2 frères, me disant, écoutez, on a bien accroché avec vous, est-ce que comme vous n'êtes pas conflicté, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir sur l'avenir? Je fais demi-tour, je retourne voir les 2 frères, et là, ils me disent, comment on peut s'en sortir? Donc on balaye avec eux tous les cas de figure, et il y a le directeur commercial qui est présent, et ils me disent, le directeur commercial me dit, c'est con, moi si j'avais de l'argent, je saurais exactement comment sauver cette entreprise, mais il faut pas je ne peux pas payer la dette. Je lui explique qu'il y a une procédure qui permet de racheter les actifs sans les dettes, etc. On se quitte le vendredi soir, et il me dit, bon, je vais jouer au loto, je rigole, je lui souhaite un bon week-end. Et lundi matin, coup de fil, c'est une histoire vraie. Le mec m'appelle en me disant, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, ouais. Il me dit, j'ai joué, j'ai gagné. Et je lui dis, mais vous avez gagné combien? Il me dit, 3 millions d'euros. À l'époque, il me dit, j'en ai discuté avec ma femme tout le week-end, et je suis prêt à consacrer 300 000 euros au rachat de la boîte. Donc on fait une analyse, machin. On fait une offre à 100 000 euros pour tous les actifs, et on rachète la société, on gagne à la barre du tribunal. Et cet âne fait l'offre. Et dès qu'on a gagné, il reprend comme salarié les 2 frères pour des questions affectives. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Là, il m'a rien dit, mais j'ai appris qu'1 an après, il redéposait parce qu'il n'arrivait pas à payer les salaires de tout le monde et qu'il reperdait de l'argent et que les 2 frères fondateurs ne faisaient rien. Et voilà. Mais je n'ai pas à l'esprit d'autres cas de figure de dossiers qu'on ait rachetés à la barre du tribunal et qui est redéposé. Parce qu'il faut savoir, il n'y a pas longtemps, on a conseillé un acquéreur, il y a 2 mois, qui s'intéressait à un groupe de distribution dans le vin. Ouais.
que tu as peut-être vu, 53 fonds de commerce dans Paris, concurrents de Nicolas. Notre client est un nouvel entrant dans ce secteur, même s'il avait une stratégie intégrée, il avait racheté des vignes. Donc son idée, c'était d'aller de la vigne au consommateur final, avec des bars à vin où il revendait le vin produit pour le consommateur final, le distributeur type Nicolas, et on analyse la cible, 53 fonds en redressement judiciaire, avec de la dette bancaire transférable, très compliqué juridiquement. On analyse et on fait une offre à 28 fonds sur les 53. Et là, on prend connaissance des offres concurrentes. De mémoire, je crois qu'il y a 17 propositions de reprise, 4 ou 5 sérieuses, et la meilleure offre, qui est en positionnement meilleur sur le périmètre, donc il reprenait 30 ou 35 fonds, nous 28, cet acteur-là est déjà présent dans la distribution, reprend plus de salariés et paye plus cher, il a un savoir-faire. Notre devoir de conseil, c'est de dire à notre preneur, votre courbe d'expérience, pour gagner ce dossier, il faut monter le nombre de fonds au repris. Vous allez faire votre courbe d'expérience sur des fonds en intégrant 35 fonds, ou 36, peut-être 40, en prenant un peu de risque. L'entrée en jouissance, c'était le 1er juillet 2023. Autant dire, tous les salariés seront partis en congé. S'il y a des maladies, des machins, changement d'effectifs, vous allez avoir une galère sans nom à gérer le quotidien. L'approvisionnement des marchandises, restructurer les fonds qui étaient déficitaires. On ne peut que perdre. Donc notre devoir, c'est de lui dire, on ne va pas au bout, on arrête là. Donc quand je disais tout à l'heure, les chances de succès, si on fait bien le job en amont, de lui dire, il ne faut pas y aller parce que les concurrents proposent un prix trop cher, c'est déraisonnable, et n'accompagner que les dossiers où on se dit « Ok, vous avez le savoir-faire, les ressources, il y a une stratégie, il y a des synergies, on va gagner », normalement, ça doit bien se passer. Quand même rassurant, deux histoires en 30 ans. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Pour terminer ce podcast et peut-être pour avoir une discussion un peu plus légère, parce que les sujets sont à la fois hyper intéressants, hyper prometteurs, et à la fois ça peut être lourd de sens. Comment toi, personnellement, tu arrives à déconnecter, à prendre le recul nécessaire par rapport à des situations qui sont gérées de manière affective? Personnellement, comment tu gères cette déconnexion? Post-situation de crise? Non, mais de manière générale, parce que tes sujets, on te sent investi, on te sent impliqué dans les histoires, et tu aimes l'entrepreneuriat, tu aimes, je pense, chacun des interlocuteurs que tu rencontres. Comment toi-même, tu arrives, avec le nombre de dossiers que tu traites, à prendre le recul nécessaire pour ton propre équilibre? D'abord parce que dans la négativité, tu as du bon. C'est-à-dire que le type qui arrive perdu, c'est vrai que tu portes le dossier. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une réflexion. C'est honteux de dire ce que je vais vous raconter, mais ça vous paraît suffisant, mais en sortant d'audience, un jour, un type me dit « Christophe, tu m'as sauvé la vie ». Je lui dis « Mais je t'ai sauvé rien du tout. C'est toi qui as bossé, tu vois ». Et en fait, j'ai compris que sa perception, c'était de dire « On a pris la bonne décision au bon moment pour lui ». Et il avait des cautions, et on lui a sauvé son patrimoine. Il avait donné en caution sa résidence principale, sa résidence secondaire où son père, son grand-père et lui étaient nés, et on lui a résolu ses problèmes financiers. Et ce que ça voulait dire, c'était ça, on l'a accompagné au bon moment, on a su l'écouter, et c'était une toute petite société, on a consacré autant de temps que pour une énorme boîte, alors qu'on a facturé, je ne sais pas, 2000, 3000, 5000 balles, j'en sais rien. Donc, comment je déconnecte quand la situation est douloureuse, et ça arrive, comme tu essaierais de résoudre un problème personnel pour quelqu'un que tu aimes, de ta famille, de tes amis, etc. Il y a pas de oui, tu partages la souffrance, mais quand ça finit bien, c'est génial. Après, les moments douloureux, parce que tu peux avoir à aider des cons, des gens malhonnêtes, ça arrive, tu prends un dossier et tu te rends compte que c'est un voyou, et les mauvaises rencontres sont largement compensées par les bonnes, que ce soit en restructuring ou M&A. Donc il y a des gens qui sont géniaux. Si tu veux, la proportion de gens malhonnêtes est infime. Et il y a des gens qui sont contraints d'aller vers la difficulté pour la reprise, pour construire, et c'est hyper positif. Et il y a des gens qui te donnent un enthousiasme créatif qui contamine l'équipe. Moi, souvent, je suis de très, 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 très loin le plus vieux de l'équipe. Moi, je les vois sortir avec un sourire où tu te dis « Waouh, c'est souvent, là, on accompagne un dirigeant qui est hyper charismatique,
Tu vois, il a une petite 50aine d'années, mais quand il parle, il a une générosité, un bien-être, il est rassurant, chaque mot est juste. Tu sors, tu es enthousiaste, tu as l'impression d'avoir grandi intellectuellement, tu vois, humainement, etc. Et c'est un bienfait pour tout le monde. Donc voilà, et puis le partage. Moi, quand je vois mon équipe s'épanouir, tu fais grandir des gens, c'est génial. Hein, c'est génial, franchement, j'adore. Et plus ils grandiront, moins j'en ferai, donc c'est encore plus génial. Voilà. Top, tu es d'un naturel très optimiste, etc. Et c'est ce qu'il porte. Écoute, j'essaye, oui. Puis j'aime bien ce que je fais, j'aime bien le fait de pouvoir venir en aide aux autres. Avant de rentrer dans l'univers financier, je voulais faire de l'humanitaire. J'ai vite compris que je ne pourrais pas vivre de l'humanitaire, donc ma route a croisé. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas par hasard l'univers de l'entreprise en difficulté. Je pense qu'on a un rôle social dans cet environnement qui est avant tout juridique et financier, mais si tu fais un peu le job sympa, et il y a des auxiliaires de justice qui partagent notre démarche, donc c'est un métier intéressant. Ouais. Top. Et petite question à côté, ta musique du moment, si tu avais des recommandations. Ouais, un type que je trouve incroyable, qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Reinhard Buhr, B-U-H-R. Je vous invite à découvrir. C'est un musicien incroyable qui maîtrise le loop. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le loop. C'est un instrument qui permet de créer des boucles. Et si vous écoutez les albums 19, 20, 21, 22, 23, au début c'est uniquement acoustique. Et depuis 22, 23, ça devient rythmé, plus dans l'air du temps. Et génial, franchement génial. Si vous aimez courir, privilégiez les albums 19, 21. Pour les soirées 22-23, mais c'est un musicien incroyable. Top. Écoutez le dernier album 2023, fabuleux. Et quelqu'un avec qui tu rêverais de prendre un café ? Un café... Ça va paraître démagogue, mais le pape François. Le pape François, pour ses dernières déclarations que je trouve incroyables, interviewé dans un voyage... de retour de je sais pas où par un journaliste anticlérical. Et le journaliste lui dit « Qu'est-ce qui vous permet de penser que c'est vous qui avez raison, les catholiques, et pas les juifs ou les musulmans, ou les agnostiques ?» Et le pape de lui répondre « Il n'y a qu'un seul Everest, mais il y a plusieurs chemins pour y arriver. » Et je trouvais ça fabuleux. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci Christophe d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'on a tous beaucoup appris avec tes explications très claires. On te sent très investi. Et je pense qu'on pourrait passer des heures à écouter les anecdotes que tu as pu que tu nous relates. Merci beaucoup. Et on va tous partir jouer au loto du coup en sortant de l'épisode. Merci beaucoup. Merci.